Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le LOSC. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Voix des Lillois numéro 14. Comme vous le remarquez sans doute, ce n'est pas Tristan à la présentation, c'est bien moi, Félix, qui prend le flambeau exceptionnellement. Autour de moi, la petite équipe de d'habitude, à commencer par Rémi. Salut Félix, salut à tous. Encore et toujours Clément qui est avec nous. Comment ça va, Clément? Salut Félix, ça va? Ça va très bien. Enfin, pour terminer la composition du jour, le retour de Baptiste comme super sub de ce podcast. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, et vous, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va très bien, je pense, malgré le match nul d'hier. Sans oublier Pierre à la technique qui vous accueille sur Discord si vous voulez interagir tout au long de l'émission. Comme chaque premier lundi du mois, on attend vos messages et commentaires sur Twitch et Discord. Nous essayerons de les lire au maximum à l'antenne. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien évidemment sur l'événement de ce mois de février avec notre 16e de finale face à Ajax Amsterdam. Pensez-vous que cette défaite est logique ou pouvions-nous espérer mieux de cette double confrontation? On débattra également si cette élimination en Europa League n'est pas finalement une si mauvaise chose pour le LOSC. Quand on voit notre parcours en Ligue 1, est-ce que nous pouvons en espérer du championnat? C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Enfin, pour terminer cette émission, on reviendra sur l'irrégularité du jeu lillois depuis le début de cette année 2021. Ça vous chauffe comme programme, les gars? Gros programme. On est parti. Ouais, après un mois européen, on est obligé de s'arrêter là-dessus. Allez, c'est parti, on entame donc avec notre premier sujet. Comme l'an passé en phase de poule de Ligue des Champions, le LOSC a dû s'incliner à l'aller et au retour de phase finale d'Europa League face aux Hollandais de l'Ajax Amsterdam. Les Hollandais se sont imposés cette fois-ci 2-1 sur le match aller, sur le match retour, sur le même score. Sur le match aller, on est tous d'accord pour dire que le LOSC a fait un non-match et que la défaite est globalement assez logique. Mais sur le match retour, ça s'est bien plus équilibré que ça. Il y a vraiment eu match. Les Lillois étaient peut-être même un petit peu au-dessus. Je voulais savoir un peu ce que vous avez pensé de ces deux matchs, sans parler des deux arbitres et les probables fautes sur lesquelles nous reviendrons après, sur un petit focus sur les arbitres. Uniquement la prestation de nos Lillois pour commencer. Tiens, on va commencer par notre super sub. Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé de ce 16e de finale? Comme tu l'as dit, hein, le premier match, c'était un Lille catastrophique, pardon. Et cette saison, je pense que on a rarement fait pire. Heureusement qu'on s'est quand même rattrapé sur le match retour. Je pense que on a donné un bon rythme, donc voilà, au moins on ne part pas la tête basse. Rémi? Ouais, pour moi, c'est une vraie déception quand même parce que c'est vrai que ce match aller est une vraie interrogation. Quand on voit la performance du match retour, on se demande vraiment comment les joueurs ont pu défendre autant et n'ont pas réussi à déployer leur jeu. Après, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des situations défavorables, on y reviendra, des erreurs bêtes aussi, des erreurs défensives très bêtes et beaucoup d'inattention, beaucoup d'inexpérience. On l'a vu notamment défensivement de la part de Celik, de la part de Botman. C'est vrai que l'accumulation de toutes ces petites erreurs crée beaucoup de regrets chez les supporters, je pense. Et toi, Clément, je sais qu'on en a parlé le jour même. Je me souviens, le jeudi, on en a parlé le matin de ce match. Tu croyais vraiment le jeudi avant le match aller? Tu croyais vraiment, enfin bien plus que l'année dernière en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette double confrontation? J'y croyais, ouais, mais je nous ai trouvé beaucoup trop stressés lors du match aller. On n'arrivait pas à déployer notre jeu. On ratait beaucoup de passes, de contrôles. Et après, il faut dire qu'on est tombé sur une équipe au match aller de l'Ajax qui était impressionnante, qui nous a pas laissé respirer, qui nous a mis en difficulté tactiquement. Et au match retour, on était plus libérés. Et c'est pour ça qu'on a été agréablement surpris. Mais ces matchs, ça fait progresser, je pense. Et ça nous servira pour l'année prochaine. Les autres, pareil, le match aller, vous avez été étonné du jeu de l'Ajax, ce qu'a proposé l'Ajax malgré les absences? Étonné, non, parce qu'on connaît vraiment les joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Moi, j'aime bien rappeler quand même qu'il y a la moitié de l'équipe qui était présente il y a 2 ans en demi-finale de Ligue des Champions, donc ce qui n'est pas rien quand même, hein. Les Tadic, les Neres, les Tagliafico, c'est pas forcément des joueurs incroyables, mais ça reste quand même des joueurs qui ont joué des gros matchs de Ligue des Champions, donc ça joue. Forcément, ça joue et face à l'inexpérience de nos Lillois, c'était quand même très compliqué de rivaliser. Bon, il faut quand même noter qu'on a progressé. Je pense que dans le jeu, on a quand même bien progressé par rapport à l'an passé.
mais il y a quand même un niveau supérieur qu'il faut franchir, c'est sûr. Baptiste, pareil, Ah, étonné moi, du jeu. je les ai trouvés impressionnants dans la conduite de balle, pour ressortir, et cetera. Même s'il y a quand même eu quelques mauvaises passes, mais dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match et enfin 2 très bons matchs d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un Ajax encore quand même, qui est une bonne équipe pour la Ligue Europa. Oui, c'est une équipe qui pourrait aller loin en Europa League. On a vu qu'ils ont tiré les Young Boys de Berne. Ça peut clairement passer ces huitièmes de finale et aller en quart et proposer une belle affiche également. C'est clairement Est-ce un que des favoris, hein. C'est clairement un des favoris, surtout que Manchester et ouais, Milan vont se jouer. ouais, Oui, voilà. c'est sûr. Pour moi, l'Ajax a vraiment son épingle à tirer, hein, à tirer du jeu. Est-ce que pour vous, tout se joue à l'aller sur notre match raté ou notre réaction au match retour est simplement significative? Genre, on a fait un bon match, mais ça n'a pas suffi quoi, pour titiller cet Ajax-là. Est-ce que tout se joue sur le match aller pour vous? C'est compliqué parce que on perd à l'aller et c'est peut-être cette défaite qui nous fait jouer mieux au retour parce que on joue en étant déjà un peu éliminé dans la tête. Pour moi, tout se joue lors du dernier match de poule contre le Celtic où on peut viser la première place et au final, on tape sûrement la meilleure équipe des 16e. Ouais, pour toi, c'est vraiment la défaite contre le Celtic qui nous fait perdre la première place qui nous met dans la sauce, quoi, entre guillemets. Ouais, qui nous fait tirer une équipe de niveau Ligue des Champions. Ouais. Après, Et même avec un non-match à l'aller, on se rend compte qu'il y a des situations quand même largement favorables, notamment en première mi-temps, pour mettre un premier ou voir un deuxième but et faire douter beaucoup plus l'équipe de l'Ajax. Malheureusement, ça s'est pas fait et si on fait le bilan de ces 2 matchs, c'est sûr que le match aller est un énorme regret, si on met de côté cette phase de poule qui est aussi un regret, voilà, ce match aller, ça reste quand même un gros, gros regret. J'ai l'impression que cette campagne, c'est une accumulation de regrets, quoi, parce qu'on avait vraiment tout pour faire beaucoup mieux et s'arrêter comme ça, c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que vous avez pensé du milieu lillois qui était entre guillemets la clé du match aller où Benjamin André et Xheka étaient suspendus. On a Renato Sanchez et Boubakary Soumaré qui étaient alignés. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce milieu-là? Rémi, si tu veux commencer. Bah moi, Renato, je l'ai trouvé très bien. Enfin, plus si on parle du match retour, mais c'est vrai à l'aller, c'était compliqué pour lui. C'était peut-être un de ses premiers matchs où il jouait, où il commençait peut-être, même un de ses premiers matchs où il jouait plus de 60 minutes. Mais sur le retour, je l'ai trouvé vraiment mieux. Après, voilà, c'est vrai que Soumaré, ça reste un très bon joueur, mais ils ont été vraiment mangés. Au match aller, ils ont été vraiment mangés par, notamment par Claesson qui a été impressionnant. Mais voilà, ce milieu, pareil, hein, on parlait de regrets, ces cartons jaunes pris bêtement en phase de poule, et ben ça se voit sur un gros match. André, pas présent sur le premier match, ça s'est vu. Voilà, c'est une accumulation de petites choses et au niveau, ça malheureusement, ça paye cash. Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, Benjamin André était suspendu au match aller après avoir pris un carton jaune pour simulation. Je me souviens, c'était même à la fin du match. C'était ça, si je me souviens bien. Donc vraiment un carton jaune inutile et qui nous a suspendu notre milieu de terrain expérimenté. Je voulais faire un petit focus sur les arbitres. Dans mon introduction du sujet, j'en parlais des 2 arbitres qui ne sont pas passés inaperçus, hein, que ce soit à l'aller ou au retour. À l'aller, on avait le Slovaque M. Kruzliak qui, pour ma part, a semblé un peu perdu sur le terrain et totalement dépassé. Des fois, j'avais l'impression qu'il y avait faute pour Lille, il sifflait faute pour l'Ajax et inversement. C'est lui qui a sifflé un penalty également pour l'Ajax à la 86e minute pour une faute de Renato Sanchez sur Tagliafico où on a l'impression qu'il glisse un petit peu avant la faute Tagliafico. Ce qui paraît encore plus incroyable, c'est qu'il va voir la VAR et qu'il lui a demandé la VAR lui a demandé d'aller checker les images et il a tout de même validé le penalty. Donc ça paraît vraiment très bizarre. Et au retour, on a eu l'Écossais Monsieur Colum qui a eu plutôt du mal à siffler des fautes, surtout envers les Lillois et notamment des penalties. Le LOSC aurait pu bénéficier d'au moins 2 tirs au but pour ma part, par exemple avec la faute sur Renato Sanchez en fin de période. Je voulais savoir, messieurs, qu'avez-vous pensé de l'arbitrage sur cette double rencontre qui était pourtant l'une des plus belles affiches sur le papier. Donc pour moi, en fonction de l'affiche, tu dois aussi mettre des arbitres de qualité. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage sur cette double confrontation? Baptiste, c'est quoi ton avis là-dessus? Catastrophique. Surtout au match aller où c'était un peu plus flagrant, mais comme tu dis, il était perdu, des fois il sifflait des fautes, on comprenait pas pourquoi.
Et on pensait que c'était pour l'Ajax, au final, non, c'était pour le LOSC et vice-versa. Il a été mauvais des deux côtés, même si au final, ça, ça tombe sur nous. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse mettre un arbitre comme ça sur, sur une grosse affiche, comme tu dis, alors qu'il venait juste de se faire suspendre pour faute d'arbitrage et reversé en D2 slovaque, quoi. Rémi? Ouais, c'est sûr que c'est c'est aussi assez incompréhensible l'arbitrage de ces deux matchs, notamment sur le match retour où voilà, même le penalty qui est sifflé sur David, on avait l'impression que l'arbitre n'avait pas envie de le siffler et même quand il a tendu le bras pour désigner le point de penalty, on se demandait vraiment s'il était sûr de lui pour siffler ce penalty. C'est vrai que sur ces deux matchs, c'est assez incroyable. Après, voilà, je rejoindrai un petit peu Galtier. Je pense que c'est un peu trop facile aussi de tirer sur l'arbitrage. C'est sûr qu'on n'a pas été avantagé sur ces deux matchs, mais je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin que ça quand même. Et voilà, notamment, on vient de beaucoup parler du match aller. Je pense que voilà, sur ces deux matchs, il y a encore beaucoup de choses à revoir pour le LOSC pour vraiment être au-dessus d'un gros club européen et essayer de passer et de progresser au fur et à mesure des années. Tu es d'accord avec tout ce qui a été dit, Clément? Pas sur le dernier point, parce que là, en plus, C'est-à-dire? on réagit pas à chaud, tu vois. Le match, il date de quelques jours, donc pour moi, on a été volé. Et c'est pas parce qu'on est dominé au match aller qu'on mérite d'être volé. Les hold-ups, ça existe dans le foot. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté du foot. Pour moi, on ne mérite pas du tout ce qui nous est arrivé au match aller, et encore moins au match retour, parce que c'est l'accumulation de tous ces faits de jeu qui ont fait en sorte qu'on est éliminé. Après, je dis pas qu'on aurait été qualifié sans le penalty pour l'Ajax au match aller, mais j'aurais bien aimé voir la réaction des Lillois si on avait gagné 1-0 au match aller et voir Ouais, si on se serait qualifié. parce que je te rejoins un peu là-dessus, hein, Clément, parce que pour moi, le deuxième but qu'on prend à l'aller, au final, c'est la suite du penalty. Bah oui. Après, c'est Sanchez également hein, qui se remet pas dans son match. Mais pour moi, c'est la suite du penalty où Sanchez, en fait, ce penalty, pour moi, où il n'y a rien du tout, le sort totalement de son match. Il n'y Donc, a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, malheureusement. Il y a Font, oui, il était là au match aller. Font, ouais. ça a beau être un capitaine d'expérience, il parle beaucoup, beaucoup avec les arbitres. On a Maignan qui a pris 2 cartons jaunes sur les 2 matchs, 2 fois parce qu'il parle aux arbitres. Voilà, c'est une sorte d'inexpérience aussi. Peut-être que les Tadic, les Klaassen, ils savent peut-être mieux parler aux arbitres et ça passe beaucoup mieux. Je pense que, et Galtier l'a souligné, je pense que voilà, s'adresser aux arbitres, c'est quand même un art. On a des grands joueurs qui savent parler aux arbitres. Nous, voilà, peut-être qu'on a démarré un peu trop au quart de tour, même avant le penalty, hein, sur des broutilles, sur des corners, sur des fautes. Et peut-être que ça a joué dans la décision. C'est malheureux à dire, hein, mais peut-être que ça a joué dans les décisions des Ouais, arbitres. enfin, Rémi, tu parlais du penalty obtenu par David, c'est un scandale qui siffle pas en Bien direct. sûr. C'est de Non, mais l'incompétence. Ça. on est Ça bien n'a rien à d'accord. voir avec la réaction de nos joueurs. Et il Mais lui a si fallu tu- combien de temps pour qu'il Ouais. check à la vidéo aussi? C'est clair. 5 Non, mais c'est ça qui est si impressionnant. on met de côté justement tu vois, le côté 100% faute, 100% sportif, si on regarde un peu le comportement des Lillois par rapport aux arbitres, ben, je suis désolé, c'est peut-être que ça peut jouer. Ça peut jouer en leur défaveur. Font, il parle beaucoup aux arbitres et pas forcément de la bonne façon. Maignan aussi, il parle beaucoup, beaucoup aux arbitres. Tu vois, des comportements un peu comme ça où Ouais, bah, je tu vois, entoures un je peu vois. l'arbitre. Ouais, voilà, tu connais. Donc peut-être que ça peut jouer en la défaveur du LOSC et c'est aussi une marque d'inexpérience et peut-être que ça viendra avec le temps. En tout cas, je l'espère. Un Benjamin André, pour toi, aurait fait mieux en termes de relation avec l'arbitre? Par exemple, Benjamin Malgré le André fait qu'il est et un virulent Burak des fois? Yilmaz. Un Burak Ouais. Yilmaz aussi, forcément. Ça, lui, tu le vois, il met la petite main à l'épaule à l'arbitre, le petit sourire, tu vois. Peut-être que c'est des choses, c'est des détails, hein. Peut-être que c'est des choses qui ont manqué sur ces deux matchs-là et plutôt que d'aller un peu brusquement vers l'arbitre. Et voilà, je pense que lui, il s'en souvient à force de la durée du match. Peut-être qu'il n'oublie pas ces choses-là. C'est une supposition, j'en sais rien, mais pour moi, c'est quand même une marque d'inexpérience. Une marque d'inexpérience, exactement. Bon, maintenant, c'est fait, on va dire. Hein, on est sorti de cette Ligue Europa. Elle nous aura quand même fait vibrer, quand même, les gars, avec ce match à San Siro, non? Surtout San Siro. Ouais, il n'y a que ce match-là qui t'a fait vibrer, Clément? Non, le match aller contre le Slavia ou le Sparta? Sparta Prague. Sparta, ouais. Les deux triplés de Youssouf.
Ouais, voilà. Ouais, les 2 triplés de Youssouf Yazici qui marque un 7e but, hein, quand même, au match, retour contre l'Ajax, donc qui restera le meilleur buteur lillois dans cette, campagne, européenne. Cette élimination donc, nous permet d'alléger notre calendrier. Pour vous, on va passer à notre deuxième sujet. Pour vous, est-ce que cette élimination n'est pas un mal pour un bien quand on sait, ce que le LOSC peut jouer, en Ligue 1? Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est peut-être pas un mal pour un bien cette élimination? Bah, c'est sûr que si au plus on avance, au plus on a de matchs et au plus c'est des gros matchs, il y a plus d'intensité donc le fait d'être éliminé, c'est déjà ces gros matchs en moins à jouer, donc c'est moins de fatigue et plus de concentration sur la Ligue 1, donc c'est sûr que oui, c'est un mal pour un bien. Clément, tu en penses quoi? Bah, je suis d'accord aussi. Après, maintenant, on aura exactement le même calendrier que Monaco et Lyon, et vu les états de forme, faudra assurer. OK, Rémi? Ouais, c'est un mal pour un bien, c'est certain, hein. Galtier l'avait déjà dit en conférence de presse que le LOSC ne pourra pas jouer les 3 compétitions à fond. Après voilà, j'espère que quand on regarde un peu le match d'hier, on peut vraiment se douter que le match européen du jeudi a été pesant pour les joueurs. Maintenant, il y a plus que la coupe de France, plus que le championnat. Voilà, il faut tout donner, il faut vraiment espérer que le LOSC sera régulier, que ce soit physiquement ou techniquement, même tactiquement, parce qu'il y a plus vraiment d'excuses, pour perdre des points contre des équipes un peu moins huppées comme Strasbourg, comme Brest, comme Angers, comme on l'a vu, pendant le mois de janvier et le mois de février. Parce que Il va là, vas-y Clément? il va avoir embouteillage dans l'effectif là, parce qu'on avait un groupe pour jouer, l'Europa League, la Ligue 1 et la Coupe de France à fond, et là, vu qu'on a 4 milieux qui ont un sacré niveau, je sais pas comment il va faire Galtier pour, gérer tout ça. C'est un problème qui existait déjà en début de saison, hein, et au final, avec le jeu des suspendus, le jeu des blessés, je pense que les 4 joueurs, ont eu un temps de jeu à peu près équivalent. Parce que Ouais, peut-être Renato a un peu moins joué, mais voilà, dû à ses Tcheka, blessures. ouais, voilà, Tcheka, il a eu du temps de jeu quand même, puis Soumaré, il est quand même très bien revenu aussi. Ouais. Après, c'est surtout offensivement, peut-être qu'on verra moins les Liadji, peut-être un petit peu moins les Weah. C'est vrai que Galtier va devoir se creuser la tête pour, pour composer ses équipes. Quand vous Après, les voyez 5 changements, ça peut aider aussi, hein. ouais, c'est sûr que les 5 changements, ça va nous aider fortement dans cette fin de saison qui nous, hier, on le voit, hein, au final, c'est les changements qui font du bien, hein. Tcheka, il est impressionnant dans le match d'hier. Je sais pas ce que vous en Ouais. avez pensé de son entrée, mais moi, je l'ai trouvé très impressionnant. Son Heu, contrôle, il est magnifique. Ah ouais, ouais, complètement. ouais, son contrôle orienté, À la c'est Zidane. c'est très impressionnant. Moi, je voulais revenir sur ça, là, je regardais les dates des huitièmes de finale, si on avait été qualifiés. Ça aurait été le 8 et le je sais plus combien, mais entre les 2 matchs enfin, avant et après le match de Monaco. Monaco, ça sera une sorte de match clé quand même, donc ça aurait été dur à jouer l'Europa League en même temps que le match de Monaco. Vous en pensez quoi de ça? De concilier tous ces matchs-là, Clément, tu en penses quoi? Est-ce que si on avait été qualifié, on aurait dû plus se focus sur, l'Ajax, plus, enfin sur, l'Europa League, plus se focus sur Monaco? Ben, inconsciemment, les joueurs, les matchs européens, ils les jouent à fond. Mais j'espère que ça va te donner raison et qu'on perdra pas contre Monaco, parce que sinon, on aura l'air bête. Ouais, Rémi? Après, étonnamment, bon, on en parlera sûrement dans la troisième partie, mais on joue les gros matchs à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on est peut-être moins stressé et moins inhibé à l'extérieur par rapport au match à domicile. Mais oui, c'est sûr que libérer des matchs comme ça dans le calendrier, surtout des déplacements, c'est sûr que ça joue et ça joue physiquement et ça joue dans le moral aussi, c'est certain. Et après, concernant l'effectif, voilà, même s'il y a des joueurs qui vont un peu moins jouer, je pense que quand on voit le comportement de Weah, bah, justement, le comportement de Tcheka qui, à des moments, ne jouait pas beaucoup et était déçu, mais au final, là, il revient très, très bien. Quand on voit aussi le comportement de Bradaric, c'est sûr que ce sera voilà, des états moraux à bien gérer pour Galtier et pour garder tout le monde concerné jusqu'à la fin parce qu'il reste une douzaine de matchs, il y a aussi la Coupe de France, donc la saison est loin d'être finie. Et tout à l'heure, on parlait d'effectifs. Vous pensez que maintenant, Galtier va aligner un 11 type, sans faire tourner ou vous pensez qu'il y aura quand même un truc une sorte de turnover? Là, je vois Toro 9 dans le chat qui dit, Liadji jouera à la Coupe de France, sûrement.
Est-ce que Liadji pourrait pas avoir un peu de temps de jeu en Ligue 1 avec quelques titularisations? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que Galtier va faire comme les autres saisons, les 2 dernières saisons, il avait son 11 type et c'était souvent ce 11 type-là qui démarrait les matchs de Ligue 1? Baptiste, tu penses qu'il va faire un turnover ou Ah, tu préfères qu'il joue avec un 11 type? j'ai du mal à voir Liadji titulaire. Après, peut-être, changer deux trois joueurs, par match, mais je pense qu'il va essayer, justement de rester sur une équipe, fixe pour essayer de trouver un rythme. Rémi, Ouais, je pense aussi parce que Galtier, on le connaît bien maintenant et c'est pas du tout le genre de coach à changer 4-5 joueurs entre les matchs. Bon, si on met de côté, l'Europa League, bien sûr, mais c'est pas du tout un coach qui est habitué à changer la moitié de son équipe, entre 2 matchs de championnat. Donc, voilà, malheureusement pour eux, je pense que, comme je le disais, les Weah, les Liadji, les Pied, les Diallo, on va beaucoup moins les voir, sur la fin de saison. Mais j'espère qu'on se dégagera un 11 type quand même parce que Yilmaz, il est toujours pas revenu et ça reste notre attaquant phare. Ikoné revient bien et à l'inverse, Yacidji est beaucoup moins bien en ce moment. Donc ce sera une histoire de choix et moi je pense que Galtier va savoir va savoir gérer ses choix. Je doute pas du tout de lui, mais c'est vrai que voilà, ça va pas faire que des heureux, c'est certain. Après, tout dépend des performances, si ça tourne ou pas. Là, je vois Bamba, il reste sur un mois très compliqué. Je me demande si. Ton chouchou, Ouais. il va pas bien en ce moment. Ah, il va pas bien. Je me demande si Wea, il va pas prendre sa place s'il continue à pousser derrière comme ça. Moi, je pense plutôt qu'il connaît, si on voit un peu ses performances actuelles, peut prendre la place d'un Youssouf Yacidji. Ouais. Contrairement à Bamba, qui est quand même un vrai pilier qui est titulaire tous les matchs. Je ne le vois pas bouger du 11, mais par rapport à voilà, un Youssouf qui est vraiment pas bien en ce moment et un Ikoné qui revient plutôt bien, ça Ouais. peut Bah, s'inverser. il a déjà pris sa place, non? Ah oui, tu penses? Bah, vu le match de dimanche, ouais, je D'Ikoné? pense. Ouais, Ouais, ouais. et l'entrée de Yazici. Pour moi, il prend plus la place d'Arojo, qui, et pour moi, est un peu en baisse en ce moment. Ouais. Arojo, vous en avez pas parlé, vous n'avez pas évoqué son nom. Pour moi, je le trouve un peu en baisse, tu vois, un peu comme Bamba. Et justement, je trouve qu'en ce moment, on a un peu de mal là, parce que sur nos côtés, bah, ça va pas à fond, quoi. Arojo, le seul truc qu'il fait hier, c'est un. Et il a beaucoup de réussite à un moment, Ouais. je sais plus, c'est dans les 10 premières minutes où il en passe 3 avec un. Avec J'ai un plus le compte mot. favorable. Voilà, exactement, avec un compte favorable. Et après, il connaît, oublie de servir Bamba, Ouais. si je me souviens bien. Ouais, Mais c'est ça. je trouve qu'Arojo Bamba, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et Bamba, justement, il a été titulaire à tous les matchs, si je me souviens bien, sauf celui contre Saint-Etienne. Vous pensez qu'il pourrait être remplaçant dans le prochain match ou le match d'après? Est-ce que ça serait un bon choix de Christophe Galtier de le mettre sur le banc pour lui faire comprendre qu'en ce moment, bah, c'est un peu plus compliqué? Moi, je pense Moi, qu'il peut. Il peut, je pense. Il peut le mettre sur le banc parce que ce sera pas une sanction pour autant. Et quand on regarde un Wea qui est quand même pas mauvais en ce moment, pour moi, il peut lui prendre la place même sur un match contre Marseille, je pense que c'est possible. Mais ce sera pas une sanction. Ce sera Mais pas pour lui montrer quoi que ce soit, à mon avis. moi, je pense pas pas contre Marseille, parce que samedi, c'est la Coupe de France, ou dimanche. Dimanche. Ouais, dimanche. Et il pourra se reposer. Du coup, je pense qu'il va mettre son équipe type contre Marseille et qu'il va mettre Wea, Liadji contre le Gazelle. Là, je Ouais, moi, j'ai regarde du un. mal à croire aussi, hein, qu'il va mettre Bamba sur le banc. Après, peut-être un ou deux matchs, mais c'est sûr que ça lui ferait peut-être du bien, hein, mais j'ai du mal à voir Christophe Galtier se passer du joueur qui a le plus utilisé, je pense, ou un des joueurs qui a le plus utilisé. Parce qu'il faut pas oublier que Bamba, au tout début de la saison, pour moi, il était jamais remplaçant. Enfin, il a jamais été remplacé dans un match quasiment. Et là, hier, il est sorti très très tôt au vu de son match, autour de la 60e. C'est quand même un signe, hein, moi, je trouve, de le remplacer à la 60e. Avant, on voyait Iconé sortir autour de la 60e et maintenant, c'est un Bamba. Euh, Ça montre le revirement de situation au niveau de la forme de l'un et de l'autre. Là, je regarde un petit peu dans le chat. On a Théotime 07 qui dit Bamba fatigué, je pense. Tensclash qui dit Sheka revient fort. Attention pour Renato et André. Vous êtes d'accord avec ça? Sheka revient plutôt fort. Être, euh, il pourrait être titulaire avec André ou Renato. À mon avis, ça serait André Sheka s'il y en a un qui devait sortir du 11. Mais vous êtes plutôt d'accord avec ça,
et Bah, la situation de Cheka? sur l'envie et sur les performances même techniques, il mérite largement d'être titulaire, Tcheka. Parce qu'il a toujours fermé sa gueule, même quand il était remplaçant, quand il rentrait pas. Quand on l'a appelé pour dépanner en défense centrale, il a toujours répondu présent. Cette année, je me rappelle pas d'un mauvais match de lui. À San Siro, c'était déjà lui. Donc il mérite entièrement d'être titulaire. Ça... Baptiste? Vas-y, Baptiste. Excuse-moi. C'est un des joueurs les plus anciens de l'effectif, hein, qui est au LOSC depuis pas mal d'années. Donc oui, c'est possible qu'il remplace Renato. Je vois mal André sur le banc, mais Renato, surtout que on sait qu'il est quand même assez fragile, donc faudra suivre ça. Il est là depuis le Lost Unlimited. Rémi, qu'est-ce que t'en penses de ça, de Cheka Mais titulaire? ça va être un vrai casse-tête, hein. Ça va être un vrai casse-tête parce que après, c'est une question de goût, mais moi, je prends beaucoup plus de plaisir à voir Renato sur le terrain que Tcheka. Mais c'est vrai que Tcheka a vraiment de grosses performances actuellement. Mais une montée en puissance de Renato, on se souvient de l'an passé, hein, notamment son match contre Montpellier. Voilà, quand il est au maximum de ses capacités, c'est un titulaire indiscutable et il est voilà, indétrônable. Mais Ah c'est vrai oui. que Tcheka, Soumaré qui fait quand même des matchs corrects, ça va pas être évident pour Galtier. Vraiment, j'aimerais pas être à sa place pour faire les choix là, surtout au Mais milieu. c'est D'ailleurs, sûr que Renato, c'est ce genre de joueur qui, sur un match, peut tout changer à lui tout seul. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, hein. Il a mais failli pourquoi contre l'Ajax, hein, même contre l'Ajax, il Une met belle 2 frappe. grosses frappes à côté, Mm. il a failli du coup concéder un penalty, mais au final il était presque décisif. Dommage. Et pour revenir sur Cheka, pour moi, du début de saison à aujourd'hui, il fait vraiment une belle saison par rapport à ce que je pensais et par rapport au temps de jeu qu'il allait avoir, par rapport à ce que je pensais. Cheka, c'est le premier à donner une passe décisive contre Rennes, avec une super passe décisive pour Bamba. Si je me souviens bien, contre Rennes, c'était une passe vraiment incroyable. Donc, une vraie bonne saison de la part de notre milieu portugais. Là, on va prendre un peu des commentaires du Twitch. Je vois le problème, c'est qu'à gauche, on n'a pas full solution de la part de Théo Pachek. Schizophile qui dit Bamba est un des joueurs qui joue le plus, normal qu'il ait un coup de moins bien, c'est vrai. Bamba joue énormément, il n'a pas été beaucoup remplacé en début de saison, donc peut-être qu'il paye ses matchs joués et le peu de repos. Théo Paché qui dit le niveau de Yazici depuis un moment, c'est pas possible non plus. Vous êtes d'accord avec ça, le niveau de Yazici? Est-ce que il est vraiment en dessous par rapport au début de saison, ouais, Rémi? Ouais, carrément, hein. Carrément et voilà le problème de Youssouf, c'est qu'il a un jeu quand même très particulier et quand il joue contre des défenses, très regroupées, un peu comme les derniers matchs de Ligue 1, bah, c'est très, très compliqué pour lui quand même de faire la différence. Je pense que c'est un joueur qui préfère largement avoir les espaces. On l'a vu, contre Lorient, hein, quand en fin de match notamment, quand il a eu les espaces, il était beaucoup mieux dans le jeu. Mais voilà, quand il doit jouer contre une défense qui est plus resserrée, où il y a moins d'espace, forcément, on se rend compte qu'il est plus en difficulté. Mais voilà, c'est comme ça et il a aussi forcément un coup de moins bien physiquement, mais ça va revenir, hein. C'est comme Renato à un moment donné, c'est comme Ikoné à un moment donné. Je pense que c'est une mauvaise période qui va passer, il va revenir à son meilleur niveau, j'en suis persuadé. J'ai une question dans le chat de Toronov qui est assez intéressante et que je me posais également. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous trouvez pas que Botman est un peu moins serein en ce moment? Il a plus l'air confiant dans ses choix. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça reste, je suis assez d'accord avec Toronov sur ça. J'ai l'impression que Botman passe un peu à côté de certains matchs. Après, c'est relatif, hein, c'est par rapport à sa première partie de saison, mais par exemple, quel match? C'est contre Lorient qui remet dans l'axe. Après, vous allez me dire, c'est compliqué, il faut encore le mettre le but après. Mais contre Lorient, il fait une grosse relance dans l'axe. Contre l'Ajax, je trouve qu'il est pas serein vraiment sur ses interceptions. Baptiste, qu'est-ce que tu penses du niveau de Botman actuellement? Ouais, non, c'est sûr que depuis le match aller contre l'Ajax, on voit qu'il est pas au même niveau qu'il a pu l'être tout au long de la saison. Et c'est sûr il faut qu'il revienne parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de notre effectif. Donc si on n'a pas Fonte Botman en forme, ça va être compliqué pour la fin de saison. Rémi, pareil. Oui, c'est sûr, hein. Sven Botman, c'est moins ça en ce moment. Après, même dans ses petites erreurs d'inattention, il reste quand même solide et voilà, même sur le match contre Lorient, il a quand même été bon malgré cette erreur.
Hier contre Strasbourg, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai un souvenir là, il laisse le ballon passer sous son pied et il me semble que c'est Bellegarde qui file au but. C'est ça. Voilà, c'est des petites erreurs, mais au final, il a quand même bien tenu à York sur le match d'hier, donc c'est très irrégulier au sein du même match et moi je pense que c'est vraiment une question de concentration et Galtier, je pense qu'au bord du terrain, Galtier il le perçoit aussi. OK. C'est encore un truc à dire sur ce sujet, un mal pour un bien sur les même si on a divagué un peu du sujet, l'élimination en Europa League. Globalement, on est assez d'accord là-dessus. C'est quand même un mal pour un bien. On sait qu'on a tous envie d'être champion de Ligue 1 et que, bah, maintenant il faut vraiment se focus, sur le championnat. Et le Maint Covid accentue Vas-y. ça. Le Covid accentue le fait que ce soit un mal pour un bien parce que on n'a pas de déplacement européen à faire et des grandes soirées avec un stade surchauffé. C'est Et sûr. même et même toi en tant que supporter, tu te dis, «Au moins je loupe pas le déplacement». Ouais, voilà, c'est ça. Une frustration, hein, jeudi dernier de ne pas pouvoir être à la Johan Cruyff Arena. C'est C'était Ouais, quand même sûr, une belle frustration. surtout que c'est un stade magnifique, hein. Très, très Ouais, beau vous stade. l'aviez fait l'année dernière? ouais. C'est vrai. On avait eu la chance Allez, de le faire, nous. ouais, ouais, on n'a pas touché cette chance-là. Allez, on va passer à la dernière partie, de cette voie des Lillois numéro 14. Les 2 dernières saisons, on avait l'habitude que le LOSC soit intraitable à domicile et marche sur ses adversaires plutôt à Pierre-Mauroy. Mais depuis le début de cette année 2020, on peut voir que c'est plus la même dynamique vraiment. Pour rappel, nos Dogs ont joué 5 matchs de Ligue 1 à domicile depuis le 1er janvier et le bilan, c'est une défaite contre Angers, 2 tristes matchs nuls contre Brest et Strasbourg hier après-midi avec le 1-1 face à Strasbourg, et merci José Fonte d'avoir mis cette tête. Et des victoires compliquées contre Reims et Dijon. En dehors de ça, loin de nos bases, tout va pour le mieux. Le LOSC est même sur sa meilleure série de victoires à l'extérieur en Ligue 1, avec 7 succès consécutifs. Donc ma question est la suivante, comment expliquez-vous cette irrégularité dans le jeu de nos Lillois, qu'à domicile c'est plus compliqué, et que bah, à l'extérieur on a l'air d'être libéré, et puis ça va assez bien pour nous à l'extérieur. Comment vous expliquez ça, Rémi? Moi, je pense que c'est lié à la tactique des équipes adverses. Si on prend Brest et Strasbourg, c'est quand même 2 équipes, qui sont venues à Pierre-Mauroy avec des intentions très défensives. Et si on prend nos matchs extérieurs, par exemple, si on prend le dernier à Lorient ou même celui à Bordeaux, qui est un bon exemple, ben, on joue contre des équipes qui vendent plus chèrement leur peau à domicile, qui ont peut-être plus envie de jouer à domicile, qui attaquent beaucoup plus. Et forcément, ça laisse des espaces. Et on l'a vu voilà, sur ces 2 matchs-là, avec des scores fleuves, c'est vrai que c'était beaucoup mieux pour nous de jouer contre ces équipes beaucoup plus ouvertes. Et à domicile, je pense que les équipes, justement, nous attendent plus et on n'arrive pas bien à y répondre pour le moment. Et je pense que Galtier, ça le frustre énormément. On le voit en conférence de presse. Il est très, très déçu de voir son équipe qui n'arrive pas à être créatif face à des blocs regroupés. Clément, qu'est-ce que tu en penses aussi de cette irrégularité du jeu lillois? Clément? Ouais, vous m'entendez? Ouais, Oui, ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec Rémi, j'allais dire pareil. L'importance face à des bus, c'est d'ouvrir le score. Lorient, ils avaient proposé au début un bus, et au final, le fait d'ouvrir le score, ça les a fait sortir. Galtier, il n'y a pas encore la solution, mais je pense qu'il va la trouver. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a affronté des adversaires faibles. Là, tous les matchs dont tu as pris en exemple, c'était que des mal classés. Et on verra si face aux plus grosses équipes, on arrive à trouver la solution. Mais maintenant, les équipes, elles ont compris la tactique à utiliser contre Lille, hein. Ouais, Baptiste, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah ouais, je suis entièrement Qu'est-ce d'accord. Après, j'ai hâte de voir la réaction et les matchs contre Marseille et Monaco, qui sont des équipes qui vont venir avec nous, je pense, et qui vont essayer de gagner et de marquer. Donc, contre des équipes comme ça, j'ai hâte de voir le match qu'on va faire, quoi, qu'on va pouvoir proposer dans le jeu, dans le rythme, etc. Donc, après ces matchs-là, de toute façon, Monaco, ça va être un match très important, surtout que Monaco, ils sont aussi sur une série incroyable. Donc, Ouais, Monaco ont l'air vraiment en forme en ce moment, ils n'arrêtent pas de gagner, ou de faire des matchs nuls, mais ils perdent pas souvent. Il y a Yiz Jirk dans le chat qui dit: «Comme je le disais, je pense que le 4-4-2 montre ses limites face à des blocs bas.
on doit savoir évoluer sur des 4-2-3-1 amovibles avec des défenseurs latéraux qui passent quasi comme des seconds ailiers. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est Sur le vrai niveau de la et tactique? peut-être que, Celik et Reinildo, si on prend ces 2 défenseurs-là qui jouent plus que leurs remplaçants, le font peut-être moins par rapport aux années précédentes. Celik, on le voit, c'est vrai, moins dans la surface. Reinildo, pareil, Reinildo, il est surtout meilleur défensivement, mais on les voit moins proches du but et c'est vrai, ça peut être une explication à ces soucis-là. Après, ce que je voulais souligner aussi, et ce qui a été bien souligné notamment par le journal de l'équipe, c'est que le LOSC est très fort dans le pressing et dans le contre-pressing. Et c'est vrai que quand on joue contre un bloc bas, c'est très difficile de mettre en place pardon, ce pressing-là. Et à l'inverse, voilà, sur des équipes qui s'ouvrent plus, qui veulent beaucoup plus jouer avec le ballon, et ben cette arme-là, elle est vraiment dévastatrice. Et on l'a vu voilà, contre Lorient, il Et y a des buts qui viennent de là. Il y a des buts qui viennent de ce pressing-là. il y a un autre aspect, Rémi, tu en avais déjà parlé, c'était les relances de Maignan. J'ai remarqué qu'avant, on se créait beaucoup de situations sur les relances rapides où dès que Maignan captait la balle, ça partait, ça explosait en contre. Et maintenant, j'ai remarqué les équipes, elles s'attendent directement et au lieu de rester au sol, par exemple, après une occasion ratée, elles se dépêchent de revenir se replacer. Moi, je pense Ouais, que ça c'est vraiment des consignes qui sont données Ah oui, du oui, coup, c'est sûr. au milieu excentré en l'occurrence, ou voir aux défenseurs latéraux de bloquer justement ces flèches sur les côtés parce que les 2 premières années, on avait toujours des grosses situations comme Ouais, ça. avec la bip-bip. Ouais, avec la bip bip plus Léao. et plus les Ouais. AO et cette année, bon, je pense qu'il y en a quasiment eu aucun quoi de situations comme celle-ci. Mais il y en a qu'un qui enfin moi j'adore ces situations-là, j'adorais ces situations-là où Maignan il relançait en faisant une touche, enfin une touche incroyable quasiment au milieu de terrain et il y a que Bamba qui part maintenant sur les relances. Même Ikoné ne court pas. C'est étrange que Bamba court, Maignan veut jouer vite et les autres, bah, il y a personne qui réagit vraiment, sur ces phases-là. Donc Tu crois pas ouais. que les équipes justement sont tellement attentives à ça que même si tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, au final, tu te rends compte que ça sert peut-être plus à rien de la Ouais, tenter? ouais, mais c'est parce qu'on voit vraiment, on le voit bien à la télé, hein, quand il y a le focus sur Maignan, Maignan il part vraiment et on voit qu'il est Il même déçu de cherche. pouvoir, ouais, il Ouais. cherche et il est déçu de pas pouvoir relancer vite. Mais Maignan, c'est C'est inné chez lui, hein. Maignan, c'est inné, ouais, c'est naturel chez lui. C'est un relanceur hors pair et je pense que lui-même est frustré de plus pouvoir le faire. Mais hier, chaque situation, on voyait le plan quand la caméra elle basculait du côté du camp strasbourgeois. Les Strasbourgeois, ils étaient trop nombreux derrière. Ça servait à rien de partir vite parce Ouais, qu'on c'est sûr. était en infériorité numérique. et hier, on voit, hier on a eu énormément de mal à se procurer des occasions vraiment très dangereuses. On a vu que ça passait énormément, dans l'axe alors que, bah, je trouvais qu'ils avaient un bloc très compact, Strasbourg et que c'était vraiment pas dans l'axe qu'il fallait passer. Hem Comment le LOSC pourrait, contourner ces blocs bas? Quelle solution pour vous? Le 4-2-3-1, ça serait possible? Est-ce qu'on pourrait revenir à ce que même, Galtier faisait l'année dernière? Et il nous avait surpris, je pense, c'était contre Valence avec une défense à 3 et avec un Celik et un Reinildo plus haut. Quel est le système de jeu qui vous paraît le mieux, pour, cette fin de saison? 4-4-2, 4-2-3-1? Heu, avec le retour de Bourak surtout? Est-ce qu'on peut jouer avec Bourak, devant tout seul? Ou est-ce qu'il faut multiplier les profils avec, Bourak et David? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Baptiste? Tu trouves que c'est quoi le meilleur système? Bah, je pense que ça dépendra surtout de l'adversaire. Faudra s'adapter en fonction de la tactique de jeu des adversaires qu'on va affronter. Mais c'est sûr, vivement le retour du roi Bourak, hein. Il va nous faire plaisir quand même parce que c'est incontestablement en attaque, il apporte quelque chose, quoi. On voit, hein, Quentin, 1472 qui met, d'ailleurs, c'est le vainqueur du maillot, si je ne me trompe pas, de l'émission précédente, qui nous dit: «Dans les matchs contre des blocs bas, l'absence de Yilmaz se fait ressentir. En début de saison, contre des blocs bas, Yilmaz trouvait toujours l'ouverture, mais sans lui, c'est plus compliqué». Vous êtes d'accord avec cette, sorte de Bourak dépendance, un petit peu qu'on ressent en ce moment? C'est compliqué à dire, hein, on pensait pas que Bourak allait être si important dans le jeu lillois, mais au final, il s'est imposé vraiment comme un joueur clé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que ça va être, ça va changer quand il va revenir, Rémi? Oui, c'est sûr. Je pense que surtout, contre ces équipes-là, il est hyper important et
il arrive à faire des déviations, à faire bouger les défenses que David ou Ikoné n'arrivent pas à faire pour le moment. Après, si on reprend un peu les résultats du LOSC à domicile contre des équipes censées être plus faibles, eh ben, on se rend compte que voilà, la différence n'est jamais très flagrante. On se souvient par exemple du match contre Metz où la décision arrive en fin de match. Même contre Monaco, qui est une équipe plus forte, le LOSC avait eu du mal à faire le jeu et Monaco avait récupéré le ballon en deuxième mi-temps. Voilà, bah, on a cité Reims, on a cité Dijon. C'est vrai que c'est un petit peu un mal récurrent à domicile et c'est quand même étonnant de voir que le LOSC a vraiment des difficultés à être créatif. Personnellement, je pense pas que ce soit une équipe que de contre et que d'attaque rapide. Mais c'est vrai que ce mal est de plus en plus récurrent et ça pose la question un peu voilà, de notre façon de jouer, c'est certain. Clément, par rapport à Bora, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, moi je suis d'accord parce que je pense pas que le problème ce soit le système. Parce qu'en soi, un système, ça veut un peu rien dire. Ce qui compte, c'est l'animé. Et hier, il y avait beaucoup de place sur les côtés. Malheureusement, Pied et Renildo, ils prenaient pas souvent leur couloir. Parce que Brock, qui manque dans la surface, vu qu'il est grand, les centres, et ben, il peut les réceptionner. Et du coup, il y avait embouteillage dans l'axe, avec Bamba, Ikoné et Arojo qui voulaient tout le temps rentrer. Et en fait, on se faisait prendre dans l'entonnoir strasbourgeois. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi que Yazice dézone énormément. Il est très très bas. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais je trouve qu'il va chercher les ballons un peu bas et donc du coup, ben, on le retrouve pas en haut du terrain. Je trouve que c'est un truc assez compliqué. Après, je pensais à autre chose. Hier, en regardant le match face à Strasbourg, j'aurais bien aimé voir une fois un 4-2-3-1 et voir David en numéro 10. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la Gantoise, David jouait en position de numéro 10. Et pourquoi pas avec un Wea devant. Bourak, on peut pas, il est blessé pour le moment, mais pourquoi pas avoir un 4-2-3-1 avec David en numéro 10, ça vous chaufferait vous trouverez ça excitant de rechercher plus David plutôt qu'en position de numéro 9 où il a plus de mal. Baptiste, t'aimerais bien voir ce type de système où le 4-4-2 te paraît plus sécuritaire, plus safe parce ils savent jouer dans ce système-là? Non, c'est sûr que ça me plairait bien. En plus, David, je pense que ça, lui aussi, il aimerait bien et il se sentirait peut-être un peu mieux. Après, le 4-4-2, on peut aussi mettre Weah devant et David derrière. Donc en soi, le système, ça change pas grand-chose, mais c'est sûr que ce serait bien, oui, de les voir les deux alignés assez souvent. Parce que un match comme hier, David, on le voit pas vraiment. Je sais pas si Non. vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, hein, mais j'ai l'impression qu'un match comme hier, on le voit pas. Il se fait bouffer par les deux défenseurs centraux de Strasbourg. J'ai plus leur nom, Mitrovic et Djikou, qui font un match de la tête. Ils récupèrent tout. Et le gabarit de David ne lui permet pas de prendre des ballons de la tête. Donc ça a été assez problématique. Euh, Est-ce que là, je reviens tout le temps à la même chose, mais pour moi, Bourak aurait fait énormément de bien de la tête face à une équipe comme Strasbourg. Après, je me posais une autre question. Euh, on a des difficultés à domicile, sans être chauvin. Est-ce que ça serait pas le manque du 12e homme? Clément, toi qui es tout le temps au stade, abonné depuis je ne sais combien de temps. Ouais, bah je pense que ça joue, hein. Là, la rage de Fonté hier avec la rage en plus du public, ça aurait pu apporter une étincelle en plus. Et ouais, bah si le soutien des supporters, ça joue énormément. D'ailleurs, avant, on perdait quasiment jamais de points à domicile. Et depuis le Covid, j'ai l'impression qu'on a moins d'emprise sur les matchs, qu'on les domine moins, que les adversaires se créent plus d'occasions. Donc, vivement notre retour. Mais faut pas oublier. Disons que les détracteurs aiment à dire que le LOSC n'a pas de public. Alors, est-ce que justement, sur ces derniers matchs, c'est vrai que c'est une bonne réflexion, Félix, est-ce que justement, sur ces derniers matchs, on peut aisément se poser la question? Mais faut pas que ce soit une excuse non plus. Il faut que les joueurs, comme l'a dit Galtier très bien en conférence de presse hier après le match, se rebellent beaucoup plus et se mettent beaucoup plus le cul par terre. Désolé pour l'expression, mais c'est un peu ça. Pour se faire violence et aller chercher ce genre de match. Parce que à domicile, on est une forteresse et je pense vraiment qu'on l'est toujours. Il faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude, justement, de perdre des points bêtement comme ça à domicile. Parce qu'à domicile, notre bilan il est de 29 points, alors qu'avant,
on prenait quasiment tous les points. Et à 29 l'extérieur, points il gagne sur combien de matchs? sur 14 matchs. Ah, Donc, c'est pas énorme. sur 42, si je me trompe pas, si je fais Oui, bien sur mes calculs. 42. Donc, sur 42, c'est un total de points qu'on n'avait pas l'habitude de voir ces 2 dernières saisons. Et à l'extérieur, vous savez, sans regarder la réponse, vous savez à combien de points on est? 35. Combien? 35? On est à 30. C'est-à-dire qu'on a 30. plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Quand on voit notre saison l'année dernière où on gagne notre premier match à l'extérieur contre Lyon en décembre, ça paraît quand même exceptionnel. Ça. Comment vous expliquez ça, le fait qu'on soit si bon à l'extérieur cette saison? Clément? C'est une anomalie. Rémi? Enfin, excuse-moi Clément, c'est une anomalie parce que ces dernières années, le LOSC, leur plus grosse difficulté, c'était à l'extérieur justement. Ah, pour moi, c'est l'effet Covid. C'est sûr que c'est l'effet Covid et jouer dans une enceinte vide comme ça, même s'il y a les bruitages des sonos dans les tribunes, voilà, c'est certain que les joueurs ont peut-être une forme de lassitude à jouer, à se battre, à se buter contre une défense. Et peut-être voilà, il y a ce manque de soutien qui fait mal. Et au final, voilà, ces points perdus, ça peut jouer, forcément. Et Galtier l'a dit en conférence de presse, désolé d'insister avec Galtier, mais je pense il a souvent raison dans ses propos. À domicile extérieur, cette année, ça veut rien dire, hein. N'en sois pas désolé, c'est très important les conférences de Galtier. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans ces conférences de presse, pas comme tous les entraîneurs. Ouais, c'est Et vrai. toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses de ce regain d'énergie extérieure par rapport aux autres saisons? Bah, il y a l'effet Covid, comme dit Rémi, il y a l'effet bus à domicile des équipes en face, et il y a aussi le déclic pour moi à Strasbourg l'année dernière. Parce que même les premiers matchs après Strasbourg, il y avait encore les supporters. Je pense à Nantes et à De toute façon, Angers, si je me semble. on n'a joué aucun match à huis clos la saison dernière, si je me souviens bien. Je Ouais, pense que le dernier ouais, match, c'est Lyon à domicile avec les supporters. Donc, on a joué tous les matchs avec les supporters. Pour toi, c'est Strasbourg, le ouais, déclic. ouais. Parce que depuis ce match, je me rappelle pas d'un non-match des Lillois à l'extérieur. Chaque fois, on est venu pour jouer, on a pris du plaisir, et souvent on Toi, gagne. toi, Baptiste, qui est également abonné au Stade Pierre-Mauroy depuis des années, tu es d'accord sur le fait qu'à domicile, on perde quelques points parce que le 12e homme n'est pas là et qu'à l'extérieur, au final, c'est quelque chose qui nous avantage? Ah oui, c'est sûr, parce que de toute façon, on se déplace et dans les autres stades non plus, il n'y a pas de supporters. Donc ça joue aussi, il n'y a pas de 12e homme pour encourager leur équipe et pour nous démotiver, on va dire. Mais je pense aussi, là, ça va bientôt faire un an, on va dire, qu'il n'y a pas eu un stade plein. Et, et ça joue parce que les Lillois, dans leur tête, peut-être qu'ils se disent que au bout d'un moment, il y a une sorte d'habitude qui se crée. Ils se disent peut-être que les supporters, voilà, ils ne sont plus là après 28 matchs. On y pense peut-être plus, peut-être moins qu'au premier match, j'ai envie de dire. En tout cas, on est sur notre série de victoires extérieures la plus longue de l'histoire, avec 7 succès, comme je disais en introduction de ce sujet. Et nos prochains déplacements, si vous ne le savez pas encore, c'est Monaco, puis le Paris Saint-Germain. Et pour battre le record de série, de la plus longue série à l'extérieur, il faut 9 victoires. Ah bah, Est-ce c'est que... acquis, c'est Comment? facile, Donc du c'est coup, il déjà faut gagné. battre Monaco et Paris Saint-Germain. Vous y croyez? Bien sûr. Bah oui, on y croit. Bien Bien sûr sûr. qu'on y croit. Bien sûr, Monaco, c'est prenable, même s'ils sont en forme. Monaco, c'est prenable. Ils ont perdu des points contre Lorient il n'y Lorient, a pas longtemps à domicile. Voilà. ouais, 2-2. C'est prenable. Ça reste quand même un peu irrégulier, Monaco. Pour moi, il y a tout à jouer. Et à l'extérieur, je pense que les joueurs seront beaucoup plus libérés qu'à domicile. Mais ouais, c'est vrai que les deux prochains déplacements vont être révélateurs. Et là, avec la course à 4 qui est lancée, on va pouvoir voir si le LOSC a les reins solides pour se maintenir en haut. Au, au parc, ça va être dur, hein, par contre. Parce que Paris, ils n'ont pas gagné un match contre les gros cette année. Je pense qu'ils vont vouloir. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais d'ici là, ils auront perdu, ils se seront fait éliminer par le Barça en Ligue des Champions. Donc, Là, je voyais également dans le chat Toronov, encore une fois, qui nous disait si vous regardez bien le calendrier, on va plus recevoir d'équipes chiantes comme les Brest et Strasbourg. Vous trouvez que c'est au final avantageux pour Lille, qui est une équipe joueuse, de jouer des équipes joueuses, donc du coup de ne pas jouer des équipes mal classées? Rémi, tu es d'accord avec ça sur le Ouais, fait c'est que sûr. c'est C'est sûr, mieux au c'est sûr. final pour Lille de jouer des Marseille, des Monaco, des Lyon,
Tu trouves Ou qu'au même, final, c'est un calendrier ou même des Saint-Étienne, des Nice, qui sont, même si elles sont en difficulté, qui restent des équipes joueuses avec des joueurs offensifs qui sont quand même talentueux. Donc forcément, c'est des équipes qui jouent. Après, voilà, là, j'ai le calendrier sous les yeux. Peut-être Montpellier, ce sera l'équipe encore un peu frustrante à jouer à domicile, mais c'est C'est vrai ce que j'allais que dire. voilà, c'est vrai que jouer des équipes comme ça, même quand on ira jouer à Lens, je pense que Lens jouera sa chance à fond et c'est peut-être des matchs plus ouverts pour le LOSC qui permettent beaucoup plus de marquer et de gagner, tout simplement. En tout cas, c'est exactement ce que j'allais dire. On est là sur la fin de saison. Si on veut jouer le titre, il va falloir être bon dans nos confrontations directes, c'est-à-dire dans les déplacements face à Monaco d'abord le 14 mars, face au Paris Saint-Germain le 3 avril et l'Olympique Lyonnais le 24 avril. Donc déjà, c'est noter ces rendez-vous. Mais il va falloir aussi être performant face à des équipes comme Marseille déjà ce mercredi et notamment dans le derby au stade de Félix Bollaert le 8 mai en 36e journée. Parce qu'il ne faut pas oublier ce match-là. Hein. Ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Un derby, ça se joue, mais ça se gagne surtout. Mais ça va être chaud. Donc, il ne va pas falloir se louper. Peut-être que Vous d'ici êtes là, il y aura confiant? des supporters. Ouais, Roxana Marcineanu a commencé à parler dans Mhm. 3-4 semaines. Sauf qu'on nous parle de confinement maintenant. Donc, Ce qui encore. nous désavantagerait contre Lens. Ah oui, bah oui, parce que nous, on les aurait accueillis Ah oui. à huis clos et eux pourraient nous accueillir. Ouais, je pense que de toute façon, faut pas. Je mettrai pas ma main coupée qu'on voit des supporters cette saison dans un stade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Pas certain non Non, plus. je Hein. pense pas non, non plus. non, moi non plus. Bon, bah merci beaucoup les gars, il est déjà presque 21h, donc on a abordé tous les sujets de ce soir. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis en live dans ce nouvel épisode de La Voix des Lillois. Épisode que vous pourrez retrouver en podcast dès ce soir sur YouTube, Deezer et également Spotify. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager le podcast, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à nos deux chroniqueurs habituels, Rémi et Clément. Et félicitations à Baptiste qui s'est encore bien débrouillé pour sa deuxième titularisation. Prêt à toujours en jambes pour enchaîner sur une troisième titularisation dès qu'il y a un blessé. Donc, quand vous voulez, hein. Toujours partant. Ouais. Normalement, ça sera rétabli pour le prochain, mais on ne sait jamais. Il peut toujours avoir une blessure, on ne sait jamais. Et bravo Allez. à toi, Félix. Et merci Félix ouais, pour ce petit baptême du feu. Bravo à toi. Hein. Première en présentation également. Merci les assuré. gars. Allez, on se donne rendez-vous le 5 avril prochain pour un nouveau numéro de votre podcast 100% Lillois. Ça sera l'occasion de débriefer le choc face au Paris Saint-Germain qui aura eu lieu la veille, normalement, le dimanche soir à 21h, une fois que ça sera officialisé. Et on espère que le LOSC sera toujours leader du championnat. D'ici là, prenez soin de vous et allez le LOSC. Salut à Bonne tous. soirée. Bonne soirée, Bonne soirée à tous. À bientôt.